Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de venir témoigner sur ce géodossier, de vous entretenir avec Yves. Vous êtes directeur de recherche CNRS au CRPG, le Centre de recherche pétrographique et géochimique de l'Université de Nancy-Lorraine. Votre thème de prédilection, c'est la tectonique, l'érosion et l'évolution des reliefs. Votre équipe vient de publier dans la célèbre revue Nature, en juillet dernier, un article sur la disparition vers 1190 après Jésus-Christ d'un sommet géant de l'Himalaya. C'est même presque 1000 mètres de roche qui a été décapé. Donc là, c'est un gros méga glissement. 27 km3, ça ne parle pas forcément aux gens. Et là, quand on imagine Paris avec 300 mètres de roche au-dessus de nous, tout de suite, ça paraît plus impressionnant, je pense. Vous allez nous expliquer l'origine de la découverte d'une part, la nouvelle conception de l'érosion des très hauts sommets himalayens supérieurs à 6000 mètres, et également comment on peut faire l'évaluation des futurs potentiels méga-glissements et d'étudier leurs risques aussi. Alors, la chaîne himalayenne, c'est un peu la chaîne emblématique des gens qui s'intéressent aux chaînes de montagne, en particulier de ce qu'on appelle les collisions continentales, puisqu'elle résulte de la collision de l'Inde avec l'Eurasie. C'est une zone de déformation relativement large, cette zone de collision, qui inclut le Tien Shan, donc qui se trouve une chaîne de montagne sous le terme Kyrgyzstan, qu'on peut voir. Ça inclut le grand plateau tibétain. Et puis, ça inclut bien sûr la zone frontale de la collision, qui est la chaîne himalayenne, qui fait à peu près 2500 km de long d'une syntaxe à l'autre, et qui présente les plus hauts sommets de la Terre, c'est-à-dire les 14 sommets de plus de 8000 mètres, avec 9 sommets de plus de 8000 mètres qui se situent essentiellement à la frontière entre le Népal et la Chine, sur l'Everest comme acmé ou point culminant de tous ces sommets. Par ce genre de questions, de savoir comment l'érosion a évolué au cours des 50 000 dernières années, on allait faire des forages dans la plaine du Gange, dans une zone qu'on voit avec la lettre G qui correspond au cône de la rivière Narayani. Alors la rivière Narayani, c'est une des grandes rivières qui draine l'Himalaya du Népal. On voit le contour rouge qui correspond au bassin versant de cette grande rivière. Cette grande rivière érode ce qu'on appelle la haute chaîne de l'Himalaya, où il y a les hauts sommets, puis une partie aussi un peu plus basse, qu'on appelle le bas Himalaya. Et en allant regarder les sédiments dans la plaine du Gange, eh bien, on va avoir une idée de l'érosion moyenne qu'a subi la chaîne au cours des temps géologiques. Enfin, dans notre cas, avec des forages qui font à peu près 50 mètres de profondeur, on va remonter à peu près à 50 000 ans d'histoire de l'érosion. Il existe différentes techniques, une fois de plus. Essentiellement, c'est des techniques basées sur les cortèges minéralogiques et puis sur la géochimie des sédiments. On a eu la surprise dans un des forages de trouver des concentrations en carbonate très inhabituelles. Donc cette rivière Narayani dont je parlais tout à l'heure charrie en gros des sédiments qui contiennent 10% de carbonate. Donc c'est la ligne bleue qu'on voit. Et sur les deux forages qui se sont présentés, qui s'appellent GR1 et GR2, on voit notamment pour GR1 tous les petits points bleus et en moyenne, ils font à peu près 10-12% de carbonate. Et dans le forage GR2, on a eu la surprise, dans la partie sommitale du premier mètre, de trouver des concentrations en carbonate très anormales qui allaient de 30 à 70%. Tout de suite, on s'est posé la question de savoir mais pourquoi ces points sortaient de la moyenne, qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour que finalement on ait une telle anomalie, on va dire. Alors, en général, les forages en domaine continental sont assez difficiles à dater. Quand on a de la chance, on trouve de la matière organique qu'on va dater en C14. Bon, ça vaut juste pour la période 0-50 000 ans. Dans notre cas, on a trouvé, pas dans le forage qui nous intéresse, mais dans le premier qui s'appelle GR1, on a trouvé à peu près à 10 mètres de profondeur de charbon qui nous donnait un âge d'environ 1500 à 1600 ans. A priori, on sait que les unités qui se trouvent au-dessus sont plus jeunes. Donc, on a quelque chose à un âge entre 0 et 1500 ans. L'Himalaya, pour faire simple, se divise en 3 grandes unités. Les unités du bas Himalaya, qui sont des unités de type métamorphisme de faible température ou moyenne température. On a la chaîne ensuite du haut Himalaya qui se divise en 2 parties. Une
la base qui est avec des gneiss de haute température qui sont montées à 650 degrés. Et puis, dans la partie supérieure, véritablement, quand on arrive au sud Tibet, on a ce qu'on appelle les séries téticiennes, qui sont des séries sédimentaires peu métamorphisées et qui sont très carbonatées. Source possible pour des sédiments très carbonatés, c'est ces unités des séries téticiennes qui se trouvent plutôt vers la limite du sud Tibet, le nord de la chaîne himalayenne. Quand on cherche l'origine de ces sédiments, on va directement dans ces unités des séries téticiennes. En regardant un peu les images satellites disponibles, en particulier sur Google Earth, j'ai rapidement identifié une zone qui se situe dans la barrière des Annapurna, donc au centre du Népal, un cirque glaciaire qui avait une signature morphologique très particulière. On voit des grands pénitents très blancs ou des formes de relief très, très accentuées pour pouvoir aller dans cette zone, qui est une zone très difficile d'accès parce que elle est commandée par une gorge très raide. Les expéditions d'alpinisme sont rares dans ce cirque qui s'appelle le cirque de Sapché. La plupart des quelques expéditions qui ont eu lieu sont faites par hélicoptère. J'ai choisi cette option-là pour être sûr que je pouvais me poser et puis que ça en valait la peine. Donc j'ai fait un premier survol beaucoup moins onéreux en ULM. Donc un petit survol d'1 heure pour prendre des photos, regarder les facilités pour se poser, etc. Donc dans la deuxième étape, quelques jours après, j'y suis allé effectivement avec 2 collègues en hélicoptère pour échantillonner et regarder les faciès. On était 5 avec le pilote et le copilote et il a dû déposer mes 2 collègues à 3200 mètres. Donc on a fait un premier arrêt. Et puis, je suis reparti avec juste le pilote et le copilote. Et en arrivant sur place, alors on ne s'était pas très bien compris. Enfin, ils n'avaient pas très bien compris ce que je voulais faire. J'allais juste descendre, prendre un caillou et puis remonter. Et en fait, non, j'avais besoin un peu de temps pour échantillonner. Ils m'ont dit, on peut pas couper le moteur, sinon avec le froid et l'altitude, il risque de pas repartir. On viendra vous rechercher dans 1 heure ou 1 heure et demie. Enfin, quand on va dans ce genre d'endroit, de prendre toujours dans son sac à dos un sac de couchage et puis de quoi survivre quelques jours. Mais ça représente toujours un petit moment d'angoisse parce que pour redescendre là où se trouvait l'hélicoptère, c'était pas évident. Vous avez vu cette forêt de pénitence, marcher dans ce labyrinthe peut s'avérer extrêmement difficile. Mais bon, tout s'est bien passé. L'hélicoptère est revenu 1 heure après. Alors là, on vous voit en train de faire l'échantillonnage avec votre marteau. Mais alors, qu'est-ce qu'on a? Vous aviez un spectroscope portable? J'avais absolument que le marteau. J'ai échantillonné, enfin, marteau burin classique et l'appareil photo, bien sûr. Et donc, j'ai échantillonné à la fois sur la surface qu'on a vue tout à l'heure à 4600 mètres, des gros blocs. Et en fait, c'est un matériel qui ressemble presque à du ciment. Donc, c'est pas de la roche compacte comme on a l'habitude de le voir. On va appeler ça de la brèche. Et c'est une brèche finement fragmenté et qui est relativement duré, donc pour ça, qui se présente presque comme un ciment naturel. On voit qu'on a un matériel qui est finement broyé, pas de stratification, il y a des contacts un peu étranges, il y en a même certains, c'est des zones de frictionnite, enfin des zones de cisaillement qui sont internes à cette roche. Et puis là, on voit sur cette sorte de brèche ou de ciment naturel, eh bien, on voit par exemple un morceau de calcaire marneux noir, là, qui est noyé au sein d'une matrice extrêmement fine et relativement indurée. Là, ce sont des photos de terrain. J'ai marché sur cette surface et j'ai échantillonné ces blocs. Donc, je prenais de la roche au sommet de ce bloc pour faire ce qu'on appelle des âges d'exposition par isotopes cosmogéniques. Alors, les isotopes cosmogéniques, ce sont des isotopes qui sont produits au sein de la roche par une exposition prolongée au rayonnement cosmique. Donc, il y a différents isotopes cosmogéniques. Les principaux, ce sont le beryllium 10, l'isotope 10 du beryllium, le chlore 36, et il y en a quelques autres. Et dans les carbonates, typiquement, on va utiliser le chlore 36. Et ça agit un peu comme un chronomètre, c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps d'exposition passe, la concentration en chlore 36 va augmenter, au début de manière linéaire. Donc, on a un chronomètre qui va nous donner l'âge depuis combien de temps la roche ou le bloc se retrouve exposé à la surface au rayonnement cosmique. Avec le chlore 36, qui nous donnait un âge d'environ 1200 après Jésus-Christ.
la courbe rouge, c'est la courbe moyenne des 4 blocs que j'ai datés. Plus en aval du cirque de Sapché, quand l'éboulement s'est réalisé, dans la vallée de la Séti, donc c'est la rivière qui draine le cirque de Sapché, on a eu ce qu'on appelle une avalanche granulaire. Donc c'est un mélange, comme un mélange un peu pyroclastique, sauf que là, c'est de l'air et des fragments de roches liés à l'éboulement qui vont parcourir très rapidement la vallée. Et en parcourant la vallée, ils vont arracher de la végétation, toute la végétation des flancs de la vallée. Et cette végétation, elle va être fossilisée en quelque sorte dans la brèche. Et on peut retrouver des branches d'arbres, des troncs, des racines, etc. Donc, j'ai fait, je ne sais plus, à peu près 8 datations carbone 14 sur ces racines. Et la courbe moyenne, c'est la courbe rouge, voilà, qui nous donne à nouveau un âge aux alentours de 1200 après Jésus-Christ. Donc, ça nous donne au final une estimation pour l'âge de cet effondrement de 1190, plus ou moins 30 ans après Jésus-Christ. Donc, ça correspond à peu près à il y a 830 ans. La première chose, c'était d'essayer de reconstruire les volumes qui ont été effondrés. Donc, à partir d'une reconstitution de la géométrie de la vallée avant l'effondrement et puis une reconstitution de la géométrie de la surface du dépôt juste après l'effondrement, eh bien, on peut estimer le volume. C'est les épaisseurs qui sont présentées à gauche, avec en rouge des épaisseurs qui vont jusqu'à 1200-1300 mètres et en bleu des épaisseurs voisines de zéro. On intègre l'ensemble sur cette surface des épaisseurs et ça nous donne un volume. Donc, ça nous donne un volume de brèche d'environ 27 km3. Et ensuite, compte tenu de la porosité, ça correspond au départ à un volume d'à peu près 23 km3. On va essayer de remettre ça sur la topographie. Donc, il faut déjà trouver la zone source. Donc, à partir de critères morphologiques, essentiellement là où on voit une surface qui était cassée de manière relativement fraîche ou récente, on va définir la zone source qui a rompu et puis on va replacer ces 23 km3 sur cette surface et c'est à partir de règles de stabilité mécanique essentiellement que d'un point de vue probabiliste, on va essayer de reconstruire la topographie la plus probable de ce paléo Annapurna 4. C'est une image que j'ai prise pour qu'on puisse se rendre compte du volume que ça représente, parce que 27 km3, ça ne parle pas forcément aux gens. Et là, quand on imagine Paris avec 300 mètres de roche au-dessus de nous, tout de suite, ça paraît plus impressionnant, je pense. Méga glissement, c'est à partir de 1 km3, on va dire. Donc là, c'est un gros méga glissement. Le paléo au sommet, à peu près au-dessus de 8000 mètres, a perdu 500 mètres. 500 mètres, c'est impressionnant. Donc, on avait le 15e, il y a un peu plus de 800 ans, on avait 15 sommets au-dessus de 8000 mètres. Maintenant, on a plus de 14. Et localement, c'est même presque 1000 mètres de roche qui a été décapé. On peut imaginer un événement de type séisme qui va produire énormément de glissements de terrain, à la fois d'après les chroniques historiques et puis à partir d'études géologiques de type ce qu'on appelle de la paléosismologie, c'est-à-dire qu'on va essayer de remonter à partir d'études géologiques à la datation de séismes anciens. On sait qu'on a eu un très gros séisme. Alors, comme je dis très gros, c'est un magnitude supérieure à 8, vers 1100 après Jésus-Christ. On en a eu un autre qui, lui, est documenté historiquement en 1255. On appelle ça même un séisme régicide, puisque le roi du Népal était mort à ce moment-là. On n'en a pas d'autres très grands qui soient documentés entre ces deux dates. Et donc, comme l'effondrement se produit vers 1190, plus ou moins 30, eh bien, ça ne correspond ni à un séisme, ni celui des 1100, ni à celui de 1255. Donc, on peut déjà écarter ces deux séismes, mais comme les chroniques de l'époque sont très incomplètes, on ne peut pas exclure le fait qu'il y a eu un séisme qui aurait pu déclencher l'effondrement, mais qui ne soit pas répertorié dans les chroniques. D'accord. J'ai juste écarté le fait que ça puisse être déclenché par les séismes qu'on connaît déjà. L'autre hypothèse qui était possible, c'est qu'on a eu, suite à une période de réchauffement, une remontée du pergélisol. Et il se trouve qu'à ces hautes altitudes, le sol est, au-dessus de 5005-6000 mètres d'altitude, le sol est gelé en permanence et la glace
entre les fractures va servir à sceller en quelque sorte les fractures et empêcher les chutes de blocs, les petits glissements de terrain, même les glissements de terrain moyens, et potentiellement peut-être aussi les très gros glissements de terrain. Et il se trouve que vers 1200, enfin 1190, on est à la fin d'une période qui a duré à peu près 400 ans, qui correspond à l'optimum climatique médiéval, qui court de 800 à 1200 à peu près, et qui correspond dans l'hémisphère nord, en Europe, on estime à une augmentation des températures de quelques dixièmes de degrés. Alors, en haute altitude, en particulier en Himalaya, il semble, d'après des modélisations, qu'on ait pu monter à des variations de l'ordre du degré, peut-être, des températures moyennes. Donc, 1 degré, ça correspond à une remontée de l'isotherme zéro et donc une remontée du permafrost d'environ 150 mètres. Donc, potentiellement, si la base de la zone qui a glissé aurait pu être en quelque sorte descellée, donc si on avait une paroi qui était déjà très proche de rompre, ça a pu être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire. Alors, ça dépend comment on considère les choses. On considère juste en un point donné, c'est-à-dire au niveau de l'Annapurna 4, ce type de grand glissement à volume répétitif viendra à peu près tous les 300 000 ans. D'accord. À l'échelle de la barrière des Annapurna, donc si on intègre sur une zone beaucoup plus large, le temps de retour de ce de ce type de grand glissement va être plutôt quelques milliers d'années. Et donc actuellement, là, avec un étudiant, on travaille et un collègue, on travaille sur cette zone et on a déjà repéré 4 mégaglissements, donc 4 glissements supérieurs à 1 km3, celui de Sapché étant le plus grand, qui ont tous un âge inférieur à 10 000 ans, qui date de l'Holocène. Donc ça nous donne à peu près un mégaglissement, c'est-à-dire un grand glissement supérieur à 1 km3 tous les 2500 ans. Il y a des moyens de calculer ce qu'on appelle un coefficient de sécurité qui va dépendre en grande partie de 2 paramètres qui sont le paramètre de friction interne de la roche et un terme de cohésion de la roche. Et puis derrière ça, ça va être conditionné bien sûr par la hauteur et la pente moyenne sur cette hauteur de la falaise. Autant les paramètres topographiques, la hauteur de la falaise et sa pente moyenne sont aisément disponibles, autant le terme de cohésion est un peu plus difficile à déterminer. Donc, actuellement, on peut déterminer des cartes de risque de glissement de terrain en fonction de caractéristiques essentiellement géométriques, mais en l'absence de connaissances véritablement très particulières, très locales et très détaillées du degré de fracturation qui va déterminer la cohésion de la roche, c'est difficile de prédire le site qui va vraiment rompre prochainement. A priori, ce sont les plus hautes falaises qui vont être plus aisément s'effondrer que celles qui sont de pente plus faible. L'eau ne s'infiltre pas, donc on n'a pas une sensibilité aux précipitations. Par contre, on va avoir cette sensibilité par rapport à la fonte du permafrost si on va vers un réchauffement climatique accentué. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça m'a passionné.